Le mic. Salam alaikum, les amis. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette chronique, les amis, comme d'habitude, avec notre fidèle, Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Bon, merci encore, Monsieur oui, Cohen, de votre disponibilité, de votre ponctualité. mais je vous en prie. Comme d'habitude, les amis, je ne vais pas me rappeler la même musique tous les vendredis à la même heure, la chronique avec Jacob Cohen. N'hésitez pas à partager, tapoter un maximum le like. Pour celles et ceux qui veulent participer, vous avez la possibilité, bien sûr, en faisant la demande, que ce soit sur TikTok, Twitter ou sur YouTube. Monsieur Cohen, aujourd'hui, on va évoquer un sujet. On a titré la vidéo Israël, la fin du rêve américain. Voilà. Eh bien, on voit, c'est-à-dire que en fait, voilà, ce qui arrive, c'est que l'Amérique est en train de se dérober à l'influence sioniste. Et ça, c'est, comment dire, c'est un choc terrible. Israël n'existait que grâce aux États-Unis. Faut reconnaître, même si c'est une puissance en soi, mais elle dépendait du soutien diplomatique, économique, financier, militaire, etc., etc. Et puis, Israël, où le lobby judéo-sioniste a fait main basse sur la politique américaine. Je crois que dans l'histoire, euh, ce phénomène sera étudié avec curiosité et intérêt en se disant comment un petit pays qui fait, je ne sais pas moi, un trentième, je ne sais pas exactement quel est le pourcentage, c'est-à-dire vous prenez, mettons, les Israéliens ont commencé à influencer les États-Unis au début des années 70. À l'époque, ils n'étaient même pas 4 millions ou 5 millions. Sur un pays qui fait 300 millions, ça vous fait, moi je ne sais pas, 2%, 3%. Comment un petit pays a réussi à, à contrôler, mais vraiment à contrôler la politique d'un aussi grand pays et à lui faire ce qu'il voulait, ce qu'il veut. Et ça, c'est fabuleux. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple dans l'histoire, d'autant plus que si on remonte un peu dans l'histoire, les Américains, le peuple américain n'a jamais été philosémite, n'a jamais eu de sympathie une grande sympathie pour les Juifs. Jamais. Il était même un peu antisémite. Euh, Par exemple, pourquoi les Juifs ont créé le Bnei Brit, la franc-maçonnerie juive? Parce que les organisations maçonniques américaines interdisaient aux Juifs d'intégrer le rang. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai lue. Vous connaissez le grand écrivain Georges Simenon. Georges Simenon était une personnalité, je veux dire, dans les années 30, déjà dans les années 30, était immensément célèbre. Bon. Ses livres étaient traduits dans pratiquement toutes les langues, étaient vendus partout, etc. Bon. On a fait des films. Pratiquement chaque livre qui sortait, on en faisait un film. Enfin, souvent, voilà. Et Georges Simenon, je l'ai lu dans un de ses livres. Donc, on ne peut pas. Enfin, voilà. Donc, ce que je vous dis là est authentique. Je peux même vous donner la référence, enfin, éventuellement. Hein. Georges Simenon raconte l'anecdote suivante. En 1936-37, il était à New York et un metteur en scène, parce que Simenon collaborait beaucoup avec les metteurs en scène, les producteurs, etc., puisque, comme je vous l'ai dit, chacun de ses livres
pratiquement, faisait l'objet d'un film. Bon. Récemment, là, par exemple, il y a un Maigret qui est sorti. Bon. Et puis, il y avait ce film avec Alain Delon et comment elle s'appelle pas, pas Simone Signoret. Enfin bon, bon, en tout cas, bon, j'ai pas en tête ou le président, par exemple. Le président avec Jean Gabin, etc. Enfin bon, et donc, il était à New York et un grand metteur en scène français, dont il n'a pas cité le nom, lui avait demandé, écoutez Georges, est-ce que je n'arrive pas à obtenir une suite au Waldorf Astoria? Le Waldorf Astoria était à l'époque le top du top des hôtels luxueux, enfin de grande réputation. Est-ce que vous pouvez en parler au directeur? Ah oui, bien sûr, c'est mon ami, etc. Donc il en parle au directeur et le metteur en scène obtient la suite. Et 2 jours après, ce directeur, il va voir Georges Simenon et lui dit, écoutez, vous m'avez mis dans une situation délicate. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, écoutez, le metteur en scène, il est juif. Ben alors, on n'a pas le droit de louer aux juifs, au Waldorf Astoria. Bon, autre exemple. Jusque dans les années 50, il y avait un numerus clausus dans les très grandes universités américaines. Ce n'était pas officiel, il n'y avait pas une loi. C'est-à-dire que le nombre des juifs qui étaient admis dans ces universités était limité à 4 ou 5%, parce qu'on ne voulait pas une invasion de juifs dans ces universités. Et je vais citer un dernier exemple pour vous montrer le sentiment anti-juif. François Sagan. Pour ceux qui veulent la référence, ils n'ont qu'à aller dans une bibliothèque municipale, prendre le livre de François Sagan sur ses souvenirs, le voyage qu'il avait fait aux États-Unis en 1951, je crois, 50 ou 51. En tout cas, vous savez que François Sagan avait écrit à 18 ans le livre Bonjour Tristesse, qui avait explosé comment dire, tous les codes, c'est-à-dire des millions d'exemplaires traduits partout. Enfin, il a été reçu à New York comme la grande star. Elle avait 18 ans. Et elle raconte dans son livre de souvenirs, elle a été baladée dans les endroits les plus chics, les plus relevés, etc. Et elle disait, vous savez, le Connecticut, vous savez, les gens souvent ne savent pas que les riches new-yorkais, ils ont souvent des résidences dans les Connecticut. Alors, Connecticut, c'est un peu l'endroit à quelques dizaines de kilomètres de New York. C'est là où il y a des grandes propriétés, il y a des forêts, c'est magnifique, etc. Et c'est là où il y a vraiment le nec plus ultra de la bourgeoisie américaine, yankee. Elle avait dit, j'étais ahuri de voir, parce qu'on l'avait emmené dans les endroits les plus sélects, où vraiment pour entrer, il fallait être... Enfin, bon, elle disait que c'était interdit aux Juifs. Donc, pour vous dire que, par exemple, enfin, bon, le dernier exemple, allez, dans les années 30, il y avait un grand producteur de cinéma. Vous savez, les Juifs se sont précipités à Hollywood pour contrôler, enfin, pour se faire un nom, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas très, comment dire, très bien accueillis. Il y avait un grand producteur, je regrette, je n'ai pas retenu son nom, mais j'avais vu le documentaire. Il s'est converti au catholicisme pour donner le change. Parce qu'il s'est dit, bon, si j'ai envie de réussir, etc. Donc, voilà l'atmosphère. Et n'oubliez pas que Kennedy, regardez comment... Vous savez que l'Amérique n'a jamais vendu des armes à Israël avant 1967. Donc, pendant
de 48 à 67, les États-Unis avaient une espèce d'embargo des armes sur Israël. Bon. Et les Juifs américains, dans les années 50 et 60, ils rasaient les murs. Ils n'osaient pas trop l'ouvrir. Et puis, voilà, le miracle, à partir des années 70, ça va changer. C'est-à-dire, bon, ça va être le travail des Sayanim, c'est-à-dire peut-être il y a 10 000, 15 000 Sayanim qui vont faire en sorte, par exemple, ils sont dans le cinéma, bon, ils ont fait le film Exodus. Donc, ils vont devenir actifs, c'est-à-dire ils vont travailler pour Israël activement, c'est-à-dire ils vont influencer la politique américaine dans les médias. Et c'est là où ils vont construire tout un narratif, par exemple avec Exodus, ou bien par exemple contre anti-arabes, c'est-à-dire répandre l'idée que les Arabes sont méchants, ne sont pas civilisés, ils n'aiment pas la paix, etc. Enfin, bon, tout le narratif que l'on connaît aujourd'hui. Et sur le plan financier, les Sayanim, dans les banques, les assurances, ils ont fait un travail remarquable d'infiltration, d'influence, etc. Et ils ont créé l'AIPAC. Et extraordinaire, l'AIPAC qui, en principe, c'est un lobby, c'est-à-dire il a le statut de lobby qui défend certains intérêts. On peut avoir des lobbies comme à Bruxelles, par exemple, il y a des lobbies qui ont un statut officiel. Voilà, ils sont des lobbies. C'est dans la culture anglo-saxonne. L'AIPAC a été, et c'est là un tour de force aussi, l'AIPAC a été enregistré comme un lobby national, c'est-à-dire américain, alors que c'est un lobby qui défend des intérêts étrangers. Donc ça lui donnait des avantages fiscaux, etc. Et donc, petit à petit, ce lobby va mettre la main sur la politique américaine, c'est-à-dire pratiquement presque la totalité des sénateurs, des congressmen de la Chambre des représentants vont être achetés par l'AIPAC. C'est-à-dire, l'AIPAC va les voir et leur dit, voilà, vous avez besoin d'argent. Aux États-Unis, on a toujours besoin d'argent. Si vous voulez gagner, c'est une question de fric. Vous savez, par exemple, moi qui suis pas mal des vidéos, les sites américains, aujourd'hui, mais j'en reparlerai, ils citent les chiffres que reçoivent les sénateurs, etc. C'est pas millions, c'est pas 100 000 $, c'est 3 millions, 6 millions, 10 millions, 12 millions, etc. Et quand quelqu'un s'avise, quand un homme politique qui veut, par exemple, postuler pour un poste de gouverneur, de sénateur, etc., et qui se dit, attends, moi, j'ai envie de défendre les intérêts du pays, je vais proclamer ma neutralité. Ben, qu'est-ce qu'il fait l'AIPAC? Ils vont voir son adversaire et ils lui mettent le paquet. Ils lui donnent 10, 20 millions, 30 millions. Ça veut dire que pratiquement, le mec qui passe à la télé, les pubs et tout, et il écrase son adversaire. Et donc, les politiques américains, ils ont appris une chose, il vaut mieux ne pas se mettre l'AIPAC à dos. Voilà. Et donc, l'AIPAC organise des voyages, et tu as intérêt à y aller, hein, en Israël. Et quand ils vont en Israël, c'est incroyable. Les sénateurs, les représentants, j'ai entendu des témoignages, hein. Ils sont surveillés. Ils mettent des micros dans leur chambre, etc. Enfin, c'est juste hallucinant comment un petit pays comme ça a réussi à contrôler toute la classe politique. Et la dernière preuve, imaginez
imaginez une chose, imaginez une scène. Imaginez par exemple Poutine avec ses proches collaborateurs, les ministres, la défense, etc., préparant l'invasion de l'Ukraine. D'accord? Voilà. Il est rentré en Ukraine en janvier 2022. Voilà. Janvier ou février. Bon, je suis désolé, je suis plus sûr si c'est janvier ou février. 24 janvier ou 24 février. Bon. Donc imaginez, Poutine a dû préparer l'opération militaire spéciale. Donc il est avec ses généraux, il est avec ses services secrets, il est avec ses ministres, etc. Bon, il discute. Il n'y a pas imaginé, est-ce que Poutine aurait accepté la présence d'un chef d'État étranger? Non, mais ça paraît hallucinant, comme ça. Est-ce qu'il aurait accepté un président tchèque? Je ne sais pas, moi. Hein. Ou, ou, ou britannique, ou je ne sais pas, ou azerbaïdjanais. Enfin, non, enfin, je veux dire, attendez, on est dans la chambre, enfin, dans la pièce maîtresse ou avec des cartes, etc. Donc, on est dans le cœur du pouvoir. Et bien, dans le cœur du pouvoir qui a décidé la guerre contre l'Iran, le cœur du pouvoir qui avait décidé la guerre contre l'Iran, il y avait Netanyahou, assis à la place d'honneur, comme s'il était le chef. Et c'est lui qui dictait. Et ça, c'est le New York Times qui l'a révélé. Hein. C'est pas, le New York Times n'est pas complotiste, loin de là. D'accord? Mais le New York Times a cette qualité que parfois, il dit des choses, il révèle des choses intéressantes, même si globalement, il est quand même pro-israélien, pro-État profond américain, etc. Mais quand même avec des nuances. Et donc, tout le monde n'était pas contre, parce que c'est difficile d'être contre Trump. Il est le président, donc lui, il peut limoger n'importe qui comme il veut. D'ailleurs, il ne s'est pas gêné pour le faire. Mais le chef de la CIA, etc., enfin, le général en chef, ils émettaient des réserves. Ils disaient que peut-être, le pays ne va pas s'effondrer en 2 jours et tout. Ils ont émis des réserves. On le sait, le New York Times a publié l'intégralité de la réunion. Bon. Et ben, c'est Netanyahou qui a gagné. Voilà. Il était là comme s'il était le président des États-Unis d'Amérique. Bon. Sauf que, bon, là maintenant, le vent est en train de tourner depuis Gaza. Ça fait déjà 2 ans et demi que le vent est en train de tourner aux États-Unis. Bon. Ce début a commencé à la base, c'est-à-dire la classe politique n'est pas encore touchée parce que ces sénateurs et ces congressmen, ils touchent du fric. Voilà. Donc, ils sont redevables. Mais par contre, on a des grands noms comme Candace Owens, Tucker Carlson, enfin, ils sont une dizaine, qui ont chacun quasiment entre 5 et 10 millions d'auditeurs. Ben, c'est colossal. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, Trump, le niveau de popularité, tellement cette guerre, elle va à l'encontre du sentiment américain. Les Américains en ont assez de faire la guerre au nom d'Israël pour Israël. Ça, ce sont des choses qu'en France, personne n'oserait dire. Personne. Vous savez, je fais une parenthèse, une digression. Jean-Michel Apathy, vous savez, le grand journaliste, il avait établi, je n'ai pas vu sa déclaration,
mais j'ai vu ses excuses. Il avait établi un lien entre Yadan, c'est le qui a présenté la loi contre qui interdit la critique d'Israël, voilà, la loi Yadan. Et il l'avait lié, je ne sais pas de quelle manière, à Israël. Genre, elle travaille pour un pays étranger. Alors que pour moi, c'est évident. Enfin, je veux dire, les Sayanim, ce sont de faux Français, les Sayanim. Ils sont 5000 en France, qui pour moi ne méritent pas d'être Français. Voilà. On devrait leur donner un coup de pied au cul et les envoyer là-bas. Parce qu'ils travaillent pour un pays étranger. Eh bien, on l'a harcelé, Jean-Pierre Apathy, parce qu'il a fait ce lien, alors que, enfin bon, eh bien, il a été obligé de s'excuser. Mais aux États-Unis, mais il faut voir ce qui se dit. C'est extraordinaire. La liberté de parole, enfin, elle est fantastique. Et donc, ils ont dit, déjà, Gaza, le génocide, etc. On dit d'ailleurs que le Parti démocrate a raté son élection présidentielle. Comment elle s'appelle déjà, la candidate, bon, le nom m'échappe maintenant, parce qu'elle n'avait pas osé critiquer le génocide, condamner le génocide. Donc, il y a un mouvement qui monte, et qui culmine avec cette guerre en Iran, que tout le monde aujourd'hui dit que c'est pour Israël, au nom d'Israël, au service d'Israël. Et alors, Trump, il a le niveau d'impopularité, tenez-vous bien. Vous savez, vous vous rappelez de Nixon, Watergate, il était obligé de démissionner sous les huées. Nixon. Bon. Donc, il était à un niveau, je ne sais pas lequel, mais je me souviens, enfin bon, ils n'ont pas dit dans les. Mais à un niveau, on peut imaginer enfin, le plus bas qu'on puisse avoir en tant que président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, Trump est en dessous du niveau de Nixon de 1974, je crois, quand Nixon a démissionné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est le peuple américain, vous savez, même son vice-président qui est obligé de coller à Trump, il est très impopulaire. Cette semaine, par exemple, juste pour vous donner une idée, il a loué un stade ou une salle, elle était occupée à 10%. C'était une humiliation terrible. Voilà. Mais il ne peut pas faire autrement, Trump, parce qu'il est tenu par le fric de Ellison, enfin pas Edelson, je crois. Enfin bon, je confonds avec le président d'Oracle, qui est aussi un juif sioniste et qui donne des centaines de millions, etc. Il y a Ellison et Edelson, voilà, je crois que c'est deux familles. Mais tout ça est sur la place publique. Aujourd'hui, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des sites qui vous disent, d'abord qu'ils mettent le nom, et ils sont vachement gênés aujourd'hui, les sénateurs, etc., parce que le montant est affiché partout. On dit tel, ah oui, c'est comme si on disait, moi, je ne sais pas, moi, tel ministre, ah, vous avez reçu l'année dernière 3 millions de dollars, 6 millions de dollars, etc. Et ce qu'il y a de bien aux États-Unis, et d'ailleurs, vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas que les élections au niveau fédéral. Il y a des élections au niveau local, c'est-à-dire à chaque État. Imaginez qu'en Floride, la Floride qui est un État républicain, enfin, imaginez le comté. Vous savez, aux États-Unis, ce sont des comtés. Enfin voilà, il y a des comtés dans chaque État, il y a je ne sais pas combien de comtés. Voilà. Et il y a eu une semaine ou deux, les élections du comté où il y a la villa de Donald Trump. Donc, enfin, vous imaginez un peu ce comté est passé aux mains des démocrates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment, les républicains sont aux abois. C'est-à-dire tous ceux qui défendent Israël sont aux abois. Et nous ne sommes qu'au début du processus. C'est-à-dire c'est un processus qui ne peut plus
s'arrêter ni revenir en arrière. C'est fini. Bien sûr, tout n'est pas perdu pour Israël, mais par exemple, hier ou avant-hier, il y avait un vote pour envoyer des bulldozers en Israël. Bon. Le vote est passé tout près. Bon, ils ont dit oui, mais ce n'était pas gagné d'avance, alors qu'avant, c'était 99%. Tout ce que voulait Israël, il l'obtenait à 99%. Donc, aujourd'hui, le temps a changé. De plus en plus de votants en ont marre. Ils en ont marre de Trump, ils en ont marre des corrompus. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que c'est un pays ouvert, c'est-à-dire, comment dire, la circonscription ne vous appartient pas. Ici, par exemple, je ne sais pas, moi, Darmanin, il est maire de je ne sais pas où, personne ne va lui contester la place. Voilà, il est bien installé. Édouard Philippe, il est au Havre, etc. Enfin voilà, c'est-à-dire, sont des seigneurs locaux qui sont inamovibles. Voilà. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Pour chaque poste, quel qu'il soit, à chaque niveau, de quelque niveau que ce soit, local, fédéral, etc., on peut, le Parti démocrate, par exemple, il ne dit pas je vais imposer mon candidat. Il peut présenter un candidat, mais il peut y avoir quelqu'un qui vient et lui dit je conteste et on va faire une primaire. Voilà. Et là, c'est la panique dans les têtes d'affiche, parce que ces primaires, quand elles ont lieu, elles sont dévastatrices pour les pro-Israël et pour ceux qui soutiennent la guerre, etc. Bon, moi qui suis assez régulièrement l'actualité, je peux vous dire que chaque élection primaire est une catastrophe pour les républicains parce que ce sont les plus proches, ceux qui soutiennent Trump. Voilà. Et hier, enfin, cette affaire du bulldozer, les 2/3 des sénateurs démocrates ont voté contre. Les 2/3 des démocrates ont voté contre l'envoi des bulldozers en Israël. Des sénateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement que je pense même en Europe. Il y a cette liberté aux États-Unis qui est absolument incroyable pour un esprit européen. C'est-à-dire vraiment, personne n'est au-dessus de la légitimité populaire. Voilà. Personne ne peut dire, par exemple, le vice-président, il est très contesté parce qu'il n'a pas le courage. Malheureusement, enfin, c'est quelqu'un qui avait suscité beaucoup d'espoir. Il s'est converti au catholicisme et il a été obligé de critiquer le pape pour ne pas contrarier Trump, qui a insulté le pape. Et donc, ce vice-président est en train de perdre quasiment son potentiel, son capital de sympathie qui s'était forgé, parce que tout le monde le donnait gagnant en 2028. Voilà. Et donc, par exemple, il avait fait un rallye ou quelque chose comme ça, mais on lui a sorti la complicité, la guerre au nom d'Israël, etc. C'est simple. Aujourd'hui, un homme politique américain ne peut pas sortir sans qu'on lui jette à la gueule la complicité avec la guerre au nom d'Israël, etc. C'est vrai que les intérêts israéliens, les intérêts juifs en Amérique sont encore très puissants, mais ils sont dénoncés. Par exemple, vous prenez le président d'Oracle, qui a racheté TikTok, Paramount, CBS, CNN, très bien. Mais presque chaque jour, on dit, voilà, qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis, ce type? Il est américain, mais on remet en cause sa nationalité américaine. Je veux dire, pour qui il roule, ce type, ce milliardaire? Le président d'Oracle, pour qui il roule? Pour l'Amérique ou pour Israël? Et le discours est libre,
la parole s'est libérée aux États-Unis à un niveau qu'on ne soupçonne pas en Europe et encore moins en France, ce qui fait que même la communauté juive, au moins la moitié s'est détachée d'Israël, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu intituler la vidéo de ce soir la fin du rêve américain. Il est arrivé à un moment où la défense d'Israël n'est plus tenable. Vous savez qu'on dit qu'Israël a coûté 300 milliards à l'Amérique. 300 milliards. Quand l'Américain moyen entend ces chiffres, ben je préfère ne pas dire ou ne pas imaginer comment il va réagir. Voilà. Voilà, si vous avez des questions. Oui, Monsieur Cohen, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, alors, j'avais une première question. C'est par rapport à la situation, donc vous l'avez évoqué, depuis 2023, depuis le génocide. Comment est perçue la situation par les Juifs américains? Il me semble qu'il y a une forte population, du moins une forte population. Il y a quand même un certain nombre je crois qu'ils sont estimés à peu près 7 millions de Juifs américains sur une population de 350 millions d'Américains. Il y a à peu près, je crois qu'il doit y avoir entre 4 à 5 millions, mettons autour de 5 millions de Juifs. Voilà. Mais en fait, les Juifs américains, d'abord, il y a toute une jeunesse universitaire, etc. Je pense même, je peux dire qu'une bonne partie, peut-être même plus que la moitié, un peu plus que la moitié, si aujourd'hui, c'est complètement détaché d'Israël. Voilà. Ne se sont plus concernés, ne se sont plus représentés par Israël, par les crimes qu'il commet, par la réputation qui rejaillit sur eux, etc. Et que donc, cette population, en tout cas une bonne partie, au moins la moitié, on peut dire qu'elle est perdue pour Israël. Et l'autre moitié, bon, elle tient, mais c'est-à-dire en fait, bon, souvent le renouvellement de génération, il n'est pas favorable aux Israéliens. Voilà. C'est-à-dire, il y a bien sûr les gens âgés, enfin, qui ont un certain âge, etc., qui ont connu des périodes difficiles, mais des jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui vont à l'université, qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Vraiment, on peut dire presque que la grande majorité de ces juifs, et c'est l'avenir de cette communauté, n'est plus, ou se sont très peu concernés, ou en tout cas ne pas avoir d'attache avec ce régime, avec ce système. Elles ne se sont plus représentées, voilà, par le sionisme, par ce système. Voilà. Et est-ce qu'ils justement, est-ce qu'ils sont confrontés un peu, si je puis dire, à l'antisémitisme aux États-Unis là-bas? Il n'y a pas vraiment d'antisémitisme aux États-Unis. Disons, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme, mais disons que, en fait, ce qui se passe, c'est que et ce sentiment anti-israélien, à mon avis, peut réveiller comment dire, un sentiment ou des attitudes anti-juives. Voilà. C'est-à-dire, on reviendrait, pourquoi j'ai commencé par rappeler un fond antisémite propre à la société américaine au début du XXe siècle et jusque dans les années 50, c'est pour montrer que ça peut, ce sentiment-là peut revenir, cette attitude-là peut revenir, et donc que les Juifs en tant que tels, les Juifs américains en tant que Juifs, pourraient subir des conséquences. Voilà.
pas officiellement, pas de la part du gouvernement, mais de la population. Voilà. Je ne sais pas, par exemple, j'ai vu des trucs comme, je ne sais plus, un restaurant israélien ou juif kasher qui était obligé de fermer parce qu'il n'avait plus de clients, etc. C'est-à-dire, en fait, ce sont des actions comme ça, disons, de défiance ou de rejet, voilà, qui peuvent, d'autant plus qu'avec tout ce qui se passe, surtout sur les réseaux sociaux, ça ne favorise pas vraiment la sympathie euh, pour Israël et pour les Juifs. Surtout avec, vous savez, cette identification qu'Israël cherche toujours à faire avec les Juifs, finalement, ça se retourne contre les Juifs eux-mêmes. Voilà. Dernière question avant de donner la parole à quelqu'un qui est arrivé sur TikTok. Est-ce qu'ils considèrent ces Juifs américains, les États-Unis, comme une terre promise, comme la terre promise? C'est-à-dire que, vous savez qu'il y avait entre 2 et 3 millions de Juifs qui sont partis aux États-Unis. Les Juifs qui sont partis aux États-Unis sont partis de Pologne, d'Ukraine, de Russie. Voilà, la majorité. Et très peu de Juifs français ou britanniques sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien. Ils avaient une bonne situation. Au XXe siècle, ils n'avaient quasiment pas de problème. Donc, la masse, vous savez, ceux qui ont émigré en masse, je peux dire quasiment 3 millions, en l'espace de, je sais pas, de 30-40 ans. C'était des Juifs de Pologne et surtout d'Ukraine et de Russie. Pourquoi? Parce qu'ils subissaient les pogroms, etc. Et donc, en fait, ce sont des Juifs d'un type, enfin, comment dire, c'est une population particulière, c'est-à-dire, elle n'était pas. Ils partaient, certes, et ils habitaient ils avaient une identité juive, mais aux États-Unis, beaucoup se sont rapidement intégrés à la population locale, à la culture locale, etc. Et leur but était de se fondre dans ces sociétés sans se perdre. D'ailleurs, une bonne partie de la communauté juive américaine, les juifs américains, par exemple, ont créé un courant, c'est très particulier aux États-Unis, quasiment la moitié des juifs américains. Vous savez que le courant juif, il est réparti entre le courant orthodoxe et un courant réformé ou réformateur. En Europe, le courant réformateur, il existe en France, mais il est très, très réduit. Ils ont une synagogue à la rue Copernic, à Paris. Et c'est-à-dire que c'est un mouvement qui a cherché à moderniser le judaïsme. Et donc, mais il n'a pas pris beaucoup. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, et ça crée un problème pour ces juifs en Israël. C'est par exemple les conversions faites par le courant réformé, qui représente la moitié des juifs américains, ne sont pas reconnues par les mouvements orthodoxes en Israël. Donc c'est une division assez importante qui n'est pas, elle n'est pas très connue. Ce problème-là n'est pas très connu vraiment à l'étranger, mais qui pose problème en Israël parce que les autorités israéliennes sont obligées, parce qu'elles gouvernent en général, tous les gouvernements israéliens font des alliances avec les orthodoxes. Et les orthodoxes détestent les réformés américains. C'est-à-dire, ils n'admettent pas, c'est pas qu'ils ne sont pas religieux, ils n'admettent pas qu'on puisse dire qu'on va moderniser la Torah et les lois juives pour les adapter. Par exemple, mettons pour un juif religieux ou orthodoxe, il est interdit d'allumer la lumière le Shabbat, par exemple. Voilà. C'est réel, c'est-à-dire, voilà, bon.
il y a des juifs orthodoxes, enfin des juifs qui suivent l'orthodoxie, mais qui allument la lumière. La question n'est pas là. Mais les réformés, ils disent que c'est permis parce que ce n'est plus un travail. C'est-à-dire, avant, il y a 500 ans, pour allumer la lumière, il fallait frotter les pierres, etc. Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Donc, voilà. Et ça, ce n'est pas acceptable pour les orthodoxes. Par exemple, les réformés n'ont pas une place de choix dans le mur des lamentations. Donc, en fait, le gouvernement israélien a beaucoup de mal. Bien sûr, il ne peut pas se séparer de ses réformés, mais en même temps, il veut faire plaisir aux orthodoxes, donc il navigue un peu à vue. Donc ces réformés seront plus facilement, se détacheront plus facilement d'Israël, de cet obscurantisme, de cette violence, etc. Ils se détacheront d'autant plus facilement qu'ils n'ont jamais ressenti vraiment cette proximité avec l'orthodoxie. Et voilà. Ok, merci M. Cohen pour votre réponse. Alors, on accueille Madame ou Monsieur est là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Cohen et bonsoir merci de m'avoir donné la parole. Ma question est la suivante. Donc c'est en train de devenir de plus en plus évident qu'on se dirige vers une reconfiguration du Moyen-Orient avec un recul progressif des États-Unis qui va laisser place à la naissance d'un monde multipolaire, donc avec l'Iran, la Chine, la Russie, Israël. Ma question c'est dans ce contexte-là, quelle sera la nouvelle place d'Israël? Est-ce que ils vont être progressivement isolés ou est-ce qu'au contraire ça va leur permettre de renforcer leur influence régionale? C'est ce que par exemple dit le professeur Dieng. Il dit que le recul des États-Unis va leur permettre de s'imposer comme la puissance régionale. Donc voilà, dites-moi si ma question n'est pas claire. Non, c'était une bonne question. En fait, bon, d'abord, je ne m'avancerai pas trop vite sur la disparition de l'Amérique de cette région-là. Voilà. Bon, on verra comment ça va se passer. Bon, et il y a une chose qui paraît presque certaine, c'est que les États-Unis n'auront plus la même mise sur cette région de manière, par exemple, comme ils avaient des bases. Vous savez, ils avaient au moins une dizaine de bases militaires dans la région qui ont presque été détruites. Donc, à mon avis, elles ne seront pas reconstruites de sitôt. Voilà. Donc, tous ces pays du Golfe aussi vont comprendre qu'il vaut mieux s'entendre avec l'Iran, probablement. Mais cette configuration, enfin, moi, c'est difficile de l'imaginer, de voir comment elle va se faire. Voilà. En tout cas, je crois pas que l'Amérique va totalement disparaître. Je pense que elle gardera, enfin, je pense, voilà, que l'Arabie Saoudite ne changera pas de partenaire ou d'alliance de sitôt, ni l'Égypte. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a assisté à une accélération de l'histoire, à une victoire de l'Iran, quoi qu'on dise, et à un affaiblissement et une crainte de ces pays dont on a vu vraiment l'artificialité. C'est-à-dire ces pays du Golfe qui se sont reposés sur l'Amérique, sur la normalisation avec Israël, tout d'un coup se rendent compte que ils sont à la merci de aujourd'hui, l'Iran peut les réduire quasiment en quelques jours, peut les ramener à l'âge de pierre, pour reprendre l'expression de Trump à propos de l'Iran. Non seulement à l'âge de pierre, mais elle peut les assoiffer, euh, elle peut faire en sorte que ces populations quittent ces régions arides.
parce qu'ils n'auront plus la climatisation, l'argent, etc. D'ailleurs, c'est un processus qui a commencé. Mais je ne sais pas vers où cela peut aller. Mais ce qui est, à mon avis, la tendance est à l'affaiblissement, en tout cas, pas la disparition, en tout cas l'affaiblissement de la présence américaine et donc de l'influence israélienne. Je ne crois pas qu'Israël pourra toujours faire la pluie et le beau temps aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, en Jordanie, etc. Quasiment, Israël était le parrain de ces pays-là. Je ne crains pas d'utiliser ce mot. Il était le parrain. Voilà, c'était le chef mafieux à qui on allait embrasser la main comme on embrasse la main du parrain pour chercher sa protection. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les Émirats arabes unis peuvent gueuler comme ils veulent, mais ils savent qu'ils sont à la merci de l'Iran et qu'Israël ne pourra rien. Et même non seulement Israël ne pourra rien, mais c'est Israël qui les a mis dans une situation délicate, très difficile. En bombardant pour rien des sites énergétiques, etc., iraniens, Israël a provoqué la réaction des Iraniens contre eux, contre ces États, et ces États se retrouvent détruits parce que Israël l'a voulu. Et donc, il y a un bouleversement, mais je ne peux pas. Enfin, moi, je pense en tout cas que les normalisations, on peut faire le deuil de ces normalisations. Que ces pays auront beaucoup de mal déjà à retrouver leur puissance d'antan, leur puissance financière, d'exportatrice, etc. Et donc, il y aura une reconfiguration de la région et un affaiblissement. C'est-à-dire, vous savez, il y a un terme qu'on utilise dans les relations internationales qui s'appelle la projection de puissance. Voilà. La projection de puissance, c'est quoi? C'est-à-dire que les Américains, ils projettent la puissance. Les pays savent qu'ils sont très puissants et donc ils se tiennent à carreau, si vous voulez. Voilà. Et Israël avait cette projection de puissance parce qu'on lui attribuait une puissance démesurée. Ça veut dire capable de détruire un pays, de renverser un régime, etc., de faire des coups, des attentats. Mais cette projection de puissance, à mon avis, si elle n'a pas disparu, elle s'est énormément affaiblie, puisque de toutes les façons, déjà, Israël a montré qu'il était incapable de faire la guerre à l'Iran. Enfin, de faire la guerre, c'est-à-dire de vaincre. Manifestement, Israël et l'Amérique n'ont pas réussi à mettre à genoux l'Iran. Bon, on s'est expliqué là-dessus, pour quelles raisons, etc. Mais tous ces éléments vont faire en sorte que, comme on dit en latin, nolens volens, c'est-à-dire par la force des choses, que ces pays du Golfe, ils vont chercher leur stabilité, leur sécurité ailleurs. Ils ne sont pas bêtes. Enfin, ils ne sont pas bêtes. Ils voient où ça les a menés. Donc, leurs centaines de milliards qu'ils ont planqués aux États-Unis, il va falloir les rapatrier si on les laisse faire, et pour se reconstruire, etc. Et puis envisager d'autres choses. Donc, voilà comment je peux percevoir l'évolution des choses, voilà, dans la région. Très bien. Est-ce que vous voulez peut-être réagir ou une autre question est là? Non? Alors, M. Cohen, aux dernières nouvelles, alors je ne sais pas si c'est encore officiel, mais en tout cas, il y aurait eu un accord, qu'un accord était possible entre l'Iran et les États-Unis, et que prochainement, en tout cas, l'Iran, Téhéran, envisagerait d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et que derrière, donc, il y a une coalition de 40 pays qui se diraient prêts à sécuriser le détroit d'Ormuz.
Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez suivi l'évolution de la situation récemment? Alors, oui, oui, mais c'est très difficile de se faire une idée exacte de ce qui se passe. D'abord parce que Trump peut dire une chose le matin et une autre l'après-midi, et puis le lendemain encore revenir là-dessus, etc. Et puis Trump fait beaucoup de déclarations pour calmer les marchés. Voilà, ce qui l'intéresse, lui, c'est de dire que le pétrole, il est à 90 $ le baril seulement, etc. Ce qui est une arnaque. Enfin bon, c'est qui est une façon de tromper les marchés et tout. Et, mais tant qu'il n'y a pas... moi, ce que je pense, c'est que l'Iran ne renoncera jamais à la souveraineté sur le détroit d'Ormuz. L'Iran est déterminé à aller jusqu'au bout. Il sait qu'il n'a pas été défait, qu'il tient tête, qu'il a toutes les raisons de tenir tête et qu'il aura finalement raison à la fin, parce que la moindre concession qu'il fera à l'Amérique, à Israël, se retournera un jour contre lui. Et ça, l'establishment iranien en est parfaitement conscient. Donc, ils refusent, enfin, vous savez, ils ont pas mal qui passent dans les médias alternatifs comme Morandi, qui est un universitaire, mais très proche du pouvoir iranien. C'est très intéressant de l'écouter parce que c'est un peu le porte-parole officieux du gouvernement iranien. Et donc, en fait, l'état d'esprit des Iraniens n'est pas de faire des compromis. Voilà. Ils savent que tout compromis, toute négociation qui amènerait à baisser la garde se retournera contre eux parce qu'ils ne font aucune. Ils l'ont dit quand ils sont arrivés à Islamabad. Ils ont dit nous négocions, mais sans aucune confiance. Voilà. Ils l'ont dit aux Américains nous ne vous faisons pas confiance, mais nous négocions. Vous voulez négocier, vous négociez. Donc, voilà, ils ne vont rien lâcher. Alors, une des conditions, M. Cohen, c'est le cessez-le-feu au Liban pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Écoutez, oui, mais la réouverture des détroit d'Ormuz, l'Iran avait posé ses conditions. Il n'est pas contre la réouverture, mais à charge pour lui de contrôler qui passe et de prendre et de récupérer une taxe de 2 millions sur chaque tanker qui passe. Voilà. Et je ne crois pas que les Iraniens vont laisser ouvrir le détroit d'Ormuz comme avant la guerre. Et donc, il y a beaucoup, c'est quand on négocie comme ça, surtout de la part de Trump, il y a beaucoup de manœuvres, il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup de manipulation pour faire croire que, et c'est pour ça que j'ai du mal à dire ce qui se passe réellement, parce que tant qu'on n'a pas eu quelque chose de finalisé, d'accepté, etc., on ne peut pas se battre. Oui. Je suis d'accord avec vous, M. Cohen, quand vous dites qu'effectivement, on ne peut pas trop se fier aux déclarations de Trump, d'autant plus que aux dernières déclarations, là, aux dernières informations qu'on a, ils disent que les Iraniens souhaitent une rencontre, mais les Iraniens, je ne vois pas pourquoi ils souhaiteraient une rencontre. Oui, il dit n'importe quoi, Voilà. Quand je l'écoute, il passe enfin, il y a des extraits qui passent. Je ne sais pas s'il le fait exprès ou s'il est dans un état mental assez perturbé, mais toujours est-il que parfois, il a l'air d'un Biden. Voilà. Franchement. C'est-à-dire, il est perdu. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas, mais en tout cas, on ne peut pas compter sur ce qu'il dit pour se faire une idée de ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Moi, je préfère écouter Morandi, par exemple, parce qu'il dit des choses sérieuses. Et d'après lui, pour le moment, on discute. Voilà. Mais c'est l'Iran qui tient le haut du pavé. Voilà. C'est-à-dire, c'est lui qui tient les cartes. Voilà. Alors, bon, on va suivre ça de près. Hein. D'après les dernières infos, encore une fois, peut-être un accord trouvé d'ici un jour ou deux. Ils vont peut-être éventuellement se rencontrer ce week-end, on verra.
on va suivre ça de près. Il y avait 2-3 questions dans le chat, Monsieur Cohen. Je suis en train de regarder. Je remonte. Il y avait une question. Alors, une question. Là. Alors, c'était concernant la visite du pape en Algérie. Est-ce que vous pensez, alors déjà, comment vous interprétez le fait que l'Algérie accueille sur son territoire le pape? Et secondo, est-ce que ça peut raviver, du moins rapprocher les relations entre la France et l'Algérie? C'était la question qu'il y avait sur le chat. Je ne vois pas le rapport avec la France, mais bon, j'imagine que cette visite, j'ai pas vraiment. Enfin bon, j'ai regardé un peu, bien sûr, mais j'imagine que cette visite, vous savez, ce genre de visites, elles sont prévues depuis des mois, sinon peut-être un an ou deux. Justement, vous avez bien raison de le préciser, puisque ça a été il a été critiqué. Comment se fait-il que le pape se déplace en Algérie dans un contexte de guerre aujourd'hui au Moyen-Orient? Mais Voilà. effectivement, vous avez raison de le préciser, c'est un rendez-vous qui est prévu depuis longue date. Ils n'ont pas organisé ça il y a une semaine. Voilà, ce genre de visite se fait un an à l'avance, se prépare, etc. Et il peut arriver, il peut tomber mal ou bien en fonction des circonstances. Mais disons que peut-être le hasard de l'histoire fait que le pape va dans un pays musulman, va dans un pays qui proclame urbi et orbi son attachement à certaines valeurs du droit, enfin du droit international, le droit du peuple palestinien, l'anti-guerre, etc. Ce qui a fait réagir Trump et qui a pris des positions anti-pape. Et donc, en fait, bon, ce qui encore accroît l'impopularité de Trump, parce que beaucoup de catholiques ont voté pour Trump parce qu'il défendait les valeurs, etc. Et aujourd'hui, il s'est même retourné contre le pape. Enfin bon, j'imagine que vous avez suivi la polémique un petit peu. Enfin, Oui, bon, oui. il a quasiment insulté le pape. Bon. Et donc, dans un sens, enfin pour nous, disons, qui souhaitons un renforcement du camp, enfin, de tous ceux qui sont anti-impérialistes, anti-américains, anti-sionistes, c'est bien qu'il y ait eu ce rapprochement. Il y a même quelqu'un, un Américain, je crois qu'il y a un site, qui avait dit c'est une nouvelle alliance des catholiques, des musulmans et catholiques contre l'impérialisme yankee ou quelque chose comme ça, ou contre l'évangélisme yankee ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, l'histoire a fait les choses comme ça, a fait que cette visite a lieu à un moment assez critique et que donc a amené le pape à faire des déclarations sur la paix, sur le refus de la guerre, et ce qui a exacerbé ce qui est bien aussi, c'est-à-dire ce qui est bien dans un sens, c'est-à-dire, moi, tout ce qui peut affaiblir le gouvernement américain est le bienvenu, voilà, c'est-à-dire le gouvernement de Trump. Donc, il s'est mis à dos aussi le pape et les catholiques. Alors, vraiment, je ne sais pas où est-ce qu'il va trouver des relais ou des appuis. Donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, bien sûr, cette rencontre, enfin, j'ai regardé la visite du pape dans la grande mosquée d'Alger, accompagné, enfin, c'est très, comment dire, ce sont des images, enfin, très, très symboliques. Il y a très, très importante, cette union, cette communion dans un lieu sacré, ce respect mutuel, ça ouvre quand même des perspectives pour l'Église se met quand même déjà
du côté du tiers-monde, voilà, le refus, le refus de l'impérialisme occidental. Ça, c'est quand même marqué. Et l'histoire, enfin, c'est un concours historique, parce que la vie aurait pu se passer à un moment où tout était calme, donc elle serait passée presque inaperçue. Et là, ça lui a donné un éclairage encore plus prononcé, plus particulier. Voilà. Bon, malgré tout, le pape, quand il se déplace, c'est quand même assez médiatisé Bien sûr, à l'international. bien sûr. Alors là, c'était la visite, la première étape d'une visite africaine, hein. Je crois qu'il fait plusieurs pays, hein. Oui, il va aller au Cameroun, je crois, et puis je ne sais pas s'il fait d'autres pays. Il faudrait que je me renseigne. Si, il me semble qu'il y a trois ou quatre autres pays. Le Cameroun, je crois qu'il va y aller, ce sera le Cameroun après. Ouais. Exactement. Alors, il y avait une autre question sur le chat que je retrouve, Monsieur Cohen. Hop. Il y a plusieurs, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Là, alors là. Hop. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Yes. Là, voilà. Non, c'est pas ça. Bon. Bon, il y a un commentaire. C'est pas une question, c'est un commentaire. Alors, Israël participe activement dans l'économie et l'industrie mondiale et son avancée technologique fait développer plusieurs domaines, surtout dans le domaine médical. C'est pas faux. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'ils sont, sur le plan technologique, sécuritaire, médical, je ne sais pas, peut-être. Je ne suis pas. Enfin, ils ont une très grande entreprise de générique qui s'appelle Teva. C'est vrai qu'ils font des recherches, enfin, bon, mais bon, enfin surtout sur le plan, moi je pense que c'est surtout sur le plan militaire, technologique, c'est-à-dire de surveillance, d'espionnage, de sécurité. Voilà, c'est là où ils vendent, c'est là où ils sont forts et ils vendent pas mal leur réalisation à des pays comme la Chine, l'Inde, l'Allemagne, etc. Voilà. Ouais. Alors, je crois qu'on va en rester là, Monsieur Cohen. Bien. Parce que je remonte les coms si je retrouve la question. Alors, il y a un autre commentaire. Alors, bonsoir. Il n'y a rien à sécuriser nulle part, hein, en parlant du détroit d'Ormuz. Tout accord de l'Iran contenant la moindre concession avec les États-Unis et l'entité sioniste serait creuser sa propre tombe. Vous en pensez quoi, Monsieur Cohen? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, enfin, j'ai dit que l'Iran ne fera aucune concession. Voilà. Parce qu'il sait, l'establishment iranien sait que la moindre concession, la moindre faiblesse se retournera contre lui, parce que la politique de l'Iran, c'est de faire en sorte que les Américains et les Israéliens ne reviendront plus attaquer, ne voudront plus attaquer l'Iran, ni dans 1 an, ni dans 10 ans. Voilà. Donc, l'Iran ne fera, à mon avis, en tout cas de ce que j'ai entendu des responsables iraniens, ne lâchera rien. Voilà. Ok, alors dernière question, Monsieur Oui. Cohen, que pensez-vous dire du côté messianique et eschatologique des dispensationalistes évangéliques? Waouh, c'est un sacré mot ça. Dispensationaliste. Vous comprenez le mot, Monsieur Cohen? Non, mais je devine un peu ce qu'il veut dire. Américain convergent pour un temps avec le messianisme
sioniste juif. Voilà. Bon, en fait, voilà, pour résumer, bon, je ne suis pas non plus un spécialiste de ça, hein, mais disons, l'idée générale que je retiens, c'est que une bonne partie des évangélistes américains croient, ou sont convaincus, ou on les a convaincus aussi, que l'accomplissement du Grand Israël, ça veut dire avec la Cisjordanie, amènera, est une étape nécessaire à l'arrivée du Christ ou à l'arrivée d'un Messie ou d'un Sauveur et contribuera à la conversion de tous les Juifs qui sont en Terre Sainte. Voilà. Ce qui fait rire les dirigeants israéliens parce qu'ils se disent c'est pas grave, soutenez-nous et vous pouvez compter sur notre conversion plus tard. Voilà. Voilà à peu près l'idée. Voilà. Je ne saurais pas dire plus. Voilà. Ok, alors il y avait une autre question, mais vous avez déjà répondu à celle-ci. Est-ce que vous êtes déjà allé ou retournerez-vous en Algérie? Et vous aviez déjà répondu, vous étiez allé lors d'un salon du livre, il me semble. Oui, voilà, oui, en 2016, oui. En 2016, d'accord. Voilà, vous avez eu votre réponse. Merci encore, Monsieur Cohen, à vous. Mais je vous en prie, à la semaine prochaine. Excellente soirée, un bon week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, un excellent week-end à tous. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours d'émission, vous avez possibilité de revoir le live sur YouTube, la chaîne Altitude. Et vous avez aussi bien sûr la possibilité de la soutenir, cette chaîne, via le petit bandeau ou le lien en description. Que la paix soit sur vous et on suit l'actualité de près. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres émissions. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.